Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Rust. Salut Guillaume. L'UFC 228 vient de s'achever à Dallas. Darren Till, qui est notre petit chouchou, ce n'est un secret pour personne, a perdu pour la première fois de sa carrière en pro, en MMA. Donc il s'est incliné par soumission au deuxième round contre Tyron Woodley. Tyron Woodley plus impressionnant que jamais, qui a, après avoir géré tranquillou le premier round, a su saisir sa chance dans le second avec un knockdown sur un parpaing de l'espace, suivi d'un ground and pound terrifiant et intelligence de Woodley, dont nous avons maintes et maintes fois parlé. Il a ensuite, quand il a vu que Darren Till n'allait vraisemblablement pas mourir sous les coups en ground and pound, a saisi l'opportunité de faire la soumission, l'étranglement, Dark Choke, boum, deuxième round. Victoire méritée, et on espère que ce Tyron Woodley aura enfin le respect qu'il mérite auprès des fans. Je pense que oui. Là, à mon avis, ce sera la performance charnière pour lui. Parce que là, tu parlais de super performance. Si on était dans un Mortal Kombat en Tekken ou que sais-je, ce serait imperfect, hein, c'est clair. Il n'a pas pris un seul coup flush. La seule combinaison que Darren Till a lancée à un moment donné, elle a atterri dans la garde. Donc, que ce soit debout, où Darren Till a été très timide, en fait, il a dit dans des interviews après le combat que il voulait utiliser un peu la manière des boxeurs thaï, le premier round, pour véritablement essayer de saisir le rythme de Tyron Woodley, essayer de voir comment est-ce qu'il bouge, essayer de voir quels sont ses temps de réaction, les réactions aux feintes, etc. Et ce qu'il comptait faire, c'est donc utiliser ce premier round comme un repérage en quelque sorte, et mettre un peu l'accélérateur sur les suivants. En plus, en casquant sur le fait que Woodley perdrait un peu le cardio. Voilà. Sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Déjà, premièrement, il a jamais vraiment, enclenché la seconde. Après, en soi, le moment où il a, le premier round, pour moi, des deux côtés, je trouve qu'il a été très bien géré. De la part de Darren Till comme de Tyron Woodley, c'était en mode, en mode de Wonderboy pour Darren Till. Et le second, finalement, quand Darren Till a voulu accélérer, c'est là qu'il s'est fait mettre knockdown. Ouais. Après, c'est vrai, je suis d'accord. Après, il a été géré par les deux, je suis d'accord, le premier round, mais il a été mal géré dans ce cas-là par Darren Till, parce que il n'a rien fait de signifiant, donc c'est quand même un combat en 5 rounds, et clairement, même s'il vise le chaos, il donne véritablement un round. Oui, donc, c'est ça. Géré, oui, mais pas forcément bien géré, à la différence de Tyron Woodley, qui a su, du coup, marquer les juges suffisamment par ses coups, parce qu'il a quand même tagué dès le premier round, et ses déplacements, le clinch qu'il a dominé, etc. Donc Tyron Woodley a parfait. Sans mettre notre cher Darren Till au sol. En fait, c'est pour ça que moi, je me dis, il a peut-être géré dans le sens, tu vois, il voulait voir un peu ce que Darren Till pouvait faire. Il y a eu 2 fois où l'arbitre a replacé les combattants au centre de la cage, et ces 2 fois Tyron Woodley essayait de mettre Darren Till au sol. Il a pas réussi à l'emmener, c'est pour ça, tu vois. C'est certes un round donné à Woodley, mais pour moi, tu vois, après le premier round, j'étais confiant, j'étais en mode, ok, la lutte, tu peux faire le petit check, il est là. C'est vrai. Et honnêtement, c'est vrai que avant que n'arrive le ground and pound de Thanos, ça se passait pas forcément mal. Ouais. Tu sentais que Woodley était parfaitement en confiance. C'est ça. Mais ça se passait pas mal. Il y avait pas de notion de danger. Quoique quand même, je tiens à dire, et on le rappelle, même si on est vraiment, si on est fan de Darren Till et tout ce qui s'ensuit, il n'y avait pas cette impression de dominance dans les impacts et même dans le contrôle de l'octogone de Darren Till. Il n'y avait pas cette impression de si jamais Darren Till le tag, c'est terminé. On n'attendait pas le coup fameux de Darren Till. C'est ça. On se rendait compte que des deux côtés ça pouvait vraiment y aller. Et effectivement ça l'a fait. D'ailleurs je tiens à dire quand même, on se faisait la remarque avec Polydamas tout à l'heure, le knockdown de Darren Till c'est quand même assez intéressant parce qu'il intervient sur un move qui est pourtant qu'a utilisé Tyron Woodley, qui est pourtant le move, un des favoris de Darren Till. Exactement. Qui est d'avancer quand la personne en face commence une combinaison, au lieu de reculer en essayant de parer. Et ça a été fait absolument magiquement, c'est-à-dire que Darren Till a déclenché l'hypercut, et avant qu'il déclenche son cross, Woodley est arrivé avec la Ford Mustang sur la joue, tu vois. Et c'est quelque chose qui quand même dénote, c'est assez impressionnant, donc ça veut dire qu'il l'a drillé à l'entraînement, évidemment, Tyron Woodley qui s'est entraîné à faire ce coup et à réagir de cette manière.
manière quand Darren Till avance, mais ça veut surtout dire qu'en fait, il n'avait pas de respect spécialement pour la puissance de Darren Till et l'impact qu'il allait produire. C'est assez impressionnant parce que ça veut dire qu'il avait un niveau de confiance, Tyron Woodley, et aucune crainte réellement de ce que pouvait délivrer Darren Till, qui est vraiment, vraiment impressionnante et la marque d'un champion vraiment hors catégorie. Et on en avait parlé dans la preview, c'est pour ça moi que ça m'impressionne parce que Tyron Woodley, au moment où il réussit le knockdown, il est dans la position où Darren Till voulait qu'il soit. À savoir Darren Till qui attaque le gars contre la cage, qui le coince, qui fait ses feintes et qui va pour te mettre son espèce de bombe. Et Tyron Woodley, bah non, il a pas cru aux feintes et il a réussi le compte parfait. Et donc pour répondre à notre cher Black Hammer, parce que comme ça on en profite, qui a commenté donc sur YouTube, pour moi Darren Till était prêt mentalement mais ne l'était pas par rapport aux skills qui lui ont fait défaut. C'était presque comme le combat de Stipe contre Ngannou, à la seule différence que Till a été soumis. Till a plein de lacunes en lutte, c'est abusé, le mec ne savait pas quoi faire au sol, il doit arrêter de trop penser au striking et se former en lutte s'il veut être champion un jour. Alors pour moi, Till est très bon en lutte, on l'a vu au premier round, c'est juste que au sol, il doit arrêter de penser au striking quand on vient de se prendre un ground and pound, quand tu viens de t'en prendre un, disons que la lucidité n'est plus vraiment là. Tu penses plus à grand chose, t'es juste content d'être vivant en fait. Ouais, non là franchement, c'est dur. Je trouve que c'est un peu dur, un peu dur parce que la lutte était présente et vraiment c'est pas juste uniquement dû au fait que Till était énorme, et il était énorme. C'est ça. C'est vraiment Tyron Woodley a pas réussi à avoir le grip qu'il voulait et à le descendre en bas du dos pour vraiment plier le dos comme le font les lutteurs, des techniques traditionnelles, tout ça. Darren Till a parfaitement géré les crochets sous les épaules, les underhooks, et techniquement il était vraiment présent, il a même réussi à retourner Tyron Woodley dans certaines situations contre la cage. Honnêtement en lutte il était chaud. C'est juste que quand tu te prends un truc comme Cédric et puis c'est Tyron Woodley qui frappe, enfin c'est vraiment c'est pas n'importe qui, et après c'est compliqué d'être pragmatique dans ses décisions et de voir clair et de façon lucide quand tu t'es pris un truc pareil. Non. Après au niveau des skills, c'est vrai que le reproche qu'on peut faire à Darren Till à la limite, c'est de ne pas avoir su se protéger comme il aurait peut-être dû une fois qu'il était sur son dos. Encore une fois, donc on peut dire qu'il aurait pu faire un peu à la Carlos Condit ou des gars comme ça, vraiment des gardes un peu plus offensives pour essayer de donner à Tyron Woodley quelque chose à penser et à pas forcément, et à l'empêcher tout simplement d'arriver comme un train, un TGV sur la tranche de Darren Till. Mais encore une fois, c'est compliqué. Il vient de se prendre un knockdown et surtout, il a pas fait le Georges Saint-Pierre, c'est-à-dire que le grand man-pound de Tyron Woodley, en fait, tu comprends que il est pas là pour marquer des points, il est vraiment là pour t'anéantir. En fait. Ah mais oui. Et puis il avait quand même bien ouvert au front. Enfin, c'était un ground and pound, tout le monde était là, c'était presque, on se disait mais que fait l'arbitre à ne pas arrêter le combat. Ouais, c'était limite. À la limite, alors c'est vrai que Darren Till montrait à l'arbitre qu'il était OK. Il faisait signe avec la tête qu'il était en conscient. Oui, en rebondissant sous les impacts. Avec des geysers de son qui ponctuent le truc. Mais c'est comme dirait Dan Hardy à propos du Grand Pound de Crocop contre Gonzaga, il disait en anglais, attention, c'est parti, these are not cutting elbows, these are concussing elbows. Donc c'est-à-dire que c'est pas des coups de coude pour essayer de provoquer des coupures et des trucs un peu d'enfoirés, tu vois. C'est vraiment, c'est des coups de coude pour commotion cérébrale. Exactement, voilà. Et donc forcément pour Darren Till c'était compliqué. Il peut s'en vouloir sur le combat de ne pas avoir engagé plus, d'avoir été un peu timide au moment où il aurait peut-être dû vraiment lâcher un peu ses mains, etc. Sur le knockdown, il peut s'en vouloir, il le sait de toute façon. Il l'a dit en fait en conférence de presse. Exactement. Honnêtement, la menace de Tyron Woodley, elle était sûre et certaine. C'est-à-dire que il s'engage, il se met contre la cage, et quand t'avances, il rebondit et il t'envoie son fulgure au point. Il le savait, il savait aussi que le contre viendrait en overhand right, mais seulement en fait, c'est comme disait Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se mange une droite. Et là, Tyron Woodley en fait était tellement rapide et n'a pas eu la réaction escomptée qui était soit de reculer, soit de se protéger. En fait, il a avancé. C'est comme un Viking, donc c'est compliqué à anticiper. Et il peut s'en vouloir. Il n'a pas fait une super impression, Darren Till. Mais je pense qu'il reviendra. Il va revenir. Il était dégoûté, mais vraiment. Mais... C'était beau de voir ça. C'était beau de voir ça. Et il était dégoûté, mais parce que il a une vraie mentalité de champion, et il est dégoûté parce qu'il était sûr
il se voyait déjà gagner, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Exactement. Faut pas le prendre dans le sens qu'il C'est ça. était, arrogant. C'est Il ça. se voyait gagner, c'est-à-dire qu'il a vraiment la confiance d'un champion, quoi. C'est ça. Donc il reviendra. Et maintenant aussi, je pense qu'il pourra avoir un style différent. Parce que c'est ça aussi, depuis ces deux derniers combats, contre Wonderboy et contre Tyron Woodley, il était vraiment attendu. Contre Cowboy et dans les combats précédents, c'était le Darren Till plus conquérant, parce que c'était le gars qui arrivait en outsider, le petit jeune qui arrive pour un peu secouer la division. Et contre Wonderboy, c'était déjà le gars, l'événement est pour lui à Liverpool, il doit battre un Wonderboy vieillissant. Là, il était favori des bookmakers, donc dans tous les cas, en fait, c'était pour lui, malgré son jeune âge, il devait gagner, il se devait de gagner. Alors que là, avec cette défaite, il rentre un peu dans le cercle des mecs humains, entre guillemets, même si je pense que son aura reste intacte. Et donc à son prochain combat, il pourra avoir à nouveau cette fougue qu'il avait au début, et puis arrêter de calculer, comme ça a été le cas sur ses deux premiers combats. Surtout que là, maintenant, il sait qu'il peut se faire mettre KO par un welterweight. Parce que peut-être qu'il y avait ça aussi, inconsciemment, il devait se dire, concrètement, je peux aller jusqu'au light heavyweight, et ces mecs ne peuvent pas me toucher. Même lui, il l'avait dit en interview, lors du premier stare down, j'étais surpris par la taille de Tyron Woodley, en mode le gars c'est un enfant, tu vois. Sauf que Woodley il est plus lourd que Darren Till en poids de forme, quoi. Ouais, mais après, du coup, j'ai regardé à peu près toutes les interviews de Till d'après combat, et il disait quand même. Alors, je sais que tu vas te marrer, mais déjà, premièrement, il disait le Grand Pound, à aucun moment ça m'a vraiment blessé. Mais alors, je comprends ce qu'il veut dire, dans le sens où quand il s'est fait mettre knockdown, c'était un flash knockdown. Il était pas KO, mais il était vraiment sonné. Exactement. Et là, il était vraiment blessé. Et il l'a dit, il l'avoue, il n'y a pas de souci. Pour le Ground and Pound, je pense que il dit ça dans le sens, ça m'a pas. J'étais jamais au bord. Oui, exactement. Ça lui faisait mal, ça évidemment. Il était jamais vraiment, sur la brèche en termes sur le point d'abandonner, où il sentait que c'était bientôt terminé. Il arrivait à gérer. Mais du coup, c'est vrai que il disait aussi, il y avait aucun moyen. Après le combat, il disait, j'ai pris son meilleur point. C'est vrai que c'est pas faux. En même temps, il a pris vraiment le pire possible. Clairement. Et ça m'a mis, comment dire, un flash knockdown, mais je serais pas mis KO. C'est-à-dire que si je il l'avait dit. Je l'ai pris. Ça fait mal, certes, mais ça me mettra pas KO. Et à la limite, c'est vrai que qui sommes-nous pour juger, hein. C'est vrai que ça n'a pas mis KO, il n'a pas été mis KO non plus par le Ground and Pound. Donc le fait qu'il ait un menton, de toute façon, ça c'est vrai que plus personne n'en doute de toute façon. Mais voilà, je sais plus comment parler, mais en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, on en profite pour faire une petite dédicace à Isma.fala qui nous a écrit sur Instagram. Merci beaucoup. Salut. Alors, je cite. Salut, j'espère que vous allez bien. Allez vous faire une review sur l'UFC 228. J'imagine que Rust devait être au bout de sa vie quand il a vu Darren Till tomber MDR avec 3 R. Force à vous, les gars. Merci. Et oui, on était au bout de notre life. Ouais, clairement. Enfin, c'était terrible. C'était terrible. Bon, heureusement, c'était terrible, mais on l'a vu venir. C'était pas comme s'il dominait le combat, et là, d'un coup d'un seul, tu sais, t'es genre pris à froid, et il se prend un putain de truc de mammouth. Et le Darren Till en middleweight, alors, maintenant. Est-ce que ça prend du plomb dans l'aile? Parce que moi, après ce truc-là, je suis en train de me dire, bon, peut-être falloir se calmer quand même, Coco. Je pense pas. Et non seulement je pense pas, mais je dirais même l'inverse. En fait, tu penses que la weight cut a... Ah non, elle a pas joué. D'accord. Elle n'a pas joué, mais je veux dire par là que je pense que son futur proche est en middleweight. Ça, c'est sûr. Et même, je pense, dès son prochain combat. Parce que là, le truc, c'est que il a perdu contre Tyron Woodley, et de façon tellement convaincante que je vois mal réavoir un title shot d'ici peu. Yes. Et en plus de ça, je pense que c'est vraiment le moment parfait parce qu'il galère, même s'il l'a eu à 169 pounds, cette pesée, il galère. Oui, exactement. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment voir, on l'a vu avec Gastelum, on l'a vu avec Whittaker, et oui. Il y a des welterweights qui étaient bons, sans forcément briller, par exemple, comme Whittaker, qui était un champion. Quand ils sont montés, c'était pas le même animal. Exactement. Et franchement, je serais sacrément curieux de voir ce que ça donne avec Darren Till. Je pense que Darren Till, qui est un welterweight, un middleweight, un vrai, clairement. Je pense que ça peut vraiment révéler un Darren Till qu'on n'imagine même pas.
Oui, peut-être qu'il sera plus précautionneux. Parce que c'est peut-être ça. En fait, moi, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que le mec reste avec la même approche, dans le sens, plus ou moins, personne peut me toucher, personne peut me mettre KO, allez-y, envoyez les parpaings, tu vois. Alors que si il passe en middleweight avec quand même cette... en ayant conscience du fait qu'il puisse être mis KO par des Romero, par des Polo Borrachina, là, tu vois, là, ça pourrait être intéressant. Mais là, en fait, ce combat-là, moi, m'a fait me dire, ok, si le mec a cette approche de je suis le tank d'Darren Till qui dit à tout le monde, genre, je pèse 100 kilos dans la vie de tous les jours, 90 kilos dans la vie de tous les jours, venez me chercher, ça me ferait un peu peur, parce que là, comme on a dit, c'était un flash knockdown, mais c'est parce que le mec a 25 piges, tu vois. Après, c'est vrai, mais... C'est ce qui me fait peur, j'ai peur. D'un autre côté, j'essaie d'être le plus objectif possible, et il faut quand même avouer que c'était son premier knockdown, oui. En tout cas de ce qu'on sait en MMA, et très franchement, là tu mets un light heavyweight avec ce qui s'est pris, je pense que le mec a un flash knockdown aussi. Hein. Bon, Brock Lesnar, j'en sais rien, mais tu mets vraiment un Shogun Rua ou un mec comme ça. Shogun Rua meurt. Shogun Rua meurt, hein, peut-être aujourd'hui. Mais tu mets même un Manua ou un truc comme ça. Oui, ouais. Pêche comme ça, où tu sais, c'est deux forces qui arrivent dans le sens contraire, et elle est flush sur la mâchoire, et en plus, il la voit pas venir. Ouais. Tu mets KO, tu mets camion, KO, un camion. Ouais. C'est impossible. Donc, moi, personnellement, je me fais vraiment pas de soucis. Donc, tu le vois direct en middle, là? Direct en middleweight? Yes. Ouais, je pense que c'est la meilleure option qu'il ait. Il va j'espère, mais on l'a vu avec tellement de personnes, qu'il va se redécouvrir et vraiment prendre toute son ampleur et toute son amplitude en middleweight. J'en suis vraiment, je suis confiant par rapport à ça. Et à la limite, même si ce serait bizarre dans ce sens-là, je le vois vraiment bien avoir un super run en middleweight, et pourquoi pas revenir ensuite en welterweight. Oh, tu m'as fait flipper. Je pensais que tu m'as dit pourquoi pas ensuite aller en light heavyweight. J'étais là, non. Mais je suis d'accord avec toi. Après, moi, en fait, concrètement, c'est toujours la même chose, en fait. Quand je pense au middleweight, c'est toujours Romero qui me fait peur. Mais sinon, en Romero, je pense qu'il ponce pas tout le monde, mais il bat tout le monde. Je pense qu'il bat tout le monde. Parce que dans la catégorie actuelle, les tops, c'est Gastelum, Whittaker, et il aura pas à rougir niveau puissance. Et les Wineman, Rockhold, il est nettement supérieur debout. Et on l'a vu, les mecs, au niveau striking defense, c'est plus trop ça. Donc, et puis moi, je signerais tout de suite pour un Israël Adesanya contre Darren Till. Mais ils sont faits pour se rencontrer. Mais ils sont faits pour se rencontrer. Et donc on va passer maintenant, avant d'analyser le co-main event, au Zabit Magomed Sharipov. C'est pas Zabit, c'est Zagros Beat. Impressionnant. Il a réussi donc il a réussi une knee bar extrêmement rare, la 3e de l'histoire de l'UFC. La deuxième de la soirée, donc et troisième de l'histoire de l'UFC. Et troisième de l'histoire de l'UFC qui a un nom. Alors attendez. C'est la Suloev Stretch. Exactement. Formidable. Et d'ailleurs, je vais repartir dans mon article. Oui. Je pousserai même le vice à dire donc à Suloev Stretch parce que le gars qui l'a fait et qui l'a popularisé s'appelle Amar Suloev. Voilà. Et j'en profite pour en parler parce que Amar Suloev, c'est Class Daddy, big up à Amar. Bon, il est mort maintenant du cancer. Mais à 40 ans, mais c'est un mec, il a eu une carrière en 2015, il a affronté des pontes, il a affronté Chael Sonnen et tout. Et surtout, après sa carrière en MMA, il est devenu tueur à gages pour la mafia, et c'est quand même une histoire assez intéressante. Et en plus de ça, du coup, il a laissé son nom dans l'histoire du MMA avec la Suloev Stretch. Donc voilà, big up, et effectivement, c'est une soumission qui est rarissime, parce qu'elle est assez chaude à mettre en place. Et faite 2 fois en une soirée. Pof. Vraiment, Sterling qui serait... Les étoiles s'alignent, c'était incroyable. Et donc Zabit, pour revenir à notre cher Zabit, qui veut, putain maintenant, donc Zabit maintenant, qui a challengé directement Chad Mendes, perso, moi ça ne me choque pas. Le mec là, il a fait un combat, franchement, le premier round, bon, il domine pas, mais tu vois qu'il s'amuse, qu'il gère. Il gère le truc. Ouais, je dirais qu'il domine. Il est, Brandon Davis lui pose des problèmes. Oui, exactement. Le kick, et il a résisté de façon assez sympathique, à ses premiers Osoto Gari. Exactement. C'est ce truc où il arrive en side. C'est ça. Il fait la c'est sympathique. Et
Et Paul, il a dominé, et Ouais. seulement, voilà, Brandon Davis a su lui poser quelques problèmes. C'est Il ça. n'a jamais été en danger sur quoi que ce soit. Et la deuxième, il a décidé d'enclencher la lutte, parce que il avait peut-être envie de rentrer chez lui, et puis qu'il avait un petit peu envie de s'amuser. Et du coup, il a lutté, mis au sol comme il voulait. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a même mis au sol avant la finition de Brandon Davis avec la fameuse, justement, Sotogari qu'il avait pas réussi dans le premier round. Vraiment, c'est juste la petite crotte de nez, tu vois. Et voilà, mise au sol parfaite, flawless. Au sol, voilà, c'est Dagestani style. Et ce qui est C'est pas ouf, d'espace. c'est que les gens sont surpris par son sol. C'est ce qui, pour moi, enfin, franchement, le gars est vraiment un nightmare, mais ambulant. Le gars, mec, fait 1m87. Il a un striking, mais il peut faire ce qu'il veut. Et au sol, les gens, chaque fois qu'il fait des trucs, sont là, waouh. Mais alors que, à la base, c'est ça, il a été biberonné à ça, le mec. Ouais, en fait, bon, déjà, Dagestanais, donc, Oui, voilà. là-bas, de toute manière, ils naissent avec, tu sais, l'espèce de juste au corps de lutte, C'est ça. une sorte de utérus avec ça. C'est ça leur plein satin. Pardon, vas-y. Et du coup, voilà, lutte, évidemment. Et en plus, c'est vrai qu'il fait ça depuis son plus jeune âge. C'est ça. Je sais plus exactement quelles sont les circonstances dans lesquelles il a grandi, mais je sais qu'il a vraiment été, comme tu dis, biberonné C'est à ça. toutes les disciplines. Il me semble que c'est en plus, alors vraiment à vérifier, mais il me semble que c'est vraiment, il a fait partie d'une sorte de, c'est pas d'école, mais une espèce d'internat où, en gros, grosso modo, il était élevé à la lutte, à la boxe et à tous les arts martiaux. Donc en fait, le fait qu'il ait une, bon déjà, il est dagestanais, il vient de l'Est, donc c'est vrai que ce sang-froid, de toute C'est façon, ça. c'est propre Voilà. à ces gens-là, visiblement. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, les combats, que ce soit en sanda, que ce soit en quoi que ce soit en lutte, il fait ça depuis qu'il est vraiment tout jeune dans toutes les disciplines. Donc il a vraiment, mais c'est un cyborg ce gars. Il analyse sans C'est aucun ça. problème. Il n'a pas de problème de genre je m'enflamme pour un truc. Il a fait ça depuis tellement de temps qu'il est à l'aise. Et c'est vrai que c'est vraiment un cauchemar. Il est debout, impressionnant, en lutte. En fait, les gens parlent de son... Parce que c'est le plus flashy, c'est ce que les gens peuvent analyser le plus facilement, le striking, mais en lutte et au sol, c'est pas possible. C'est vraiment... Il s'amuse. Non, mais ça va. Et Et- en plus, avec tu sais, un gabarit comme ça, un peu à la Roger Gracie, Mais non, mais- c'est terrible. C'est horrible. Mais c'est un truc de ouf. Moi, ce gars-là, j'adore ça parce que c'est cool pour la catégorie featherweight, parce que Ouais. t'as un nouveau nom, et puis tu peux te dire, il peut monter facile en lightweight. Ah, mais easy. Ah, alors, c'est vrai qu'après, il a un morphotype. Oui. Je sais pas si je dirais plus que ça, quand même. Parce que welterweight... Non, welterweight c'est chaud, mais je veux dire, clairement, le mec peut se dire, honnêtement, je peux être double champion, et puis aller faire un coup feather, un coup lightweight. Ah, mais complètement. Alors là, mais sans aucun souci. D'autant plus qu'en fait, je crache dans la soupe avant même d'y avoir goûté, parce que c'est vrai que Carlos Condit fait la même taille, Voilà. il a à peu près le même gabarit, donc en fait, c'est même pas en dehors des possibilités Ouais. qu'il monte aussi haut. Oh, Et on tient peut-être un truc. Ah, ben. Il est aussi médiatique que Conor, parce qu'il parle pas beaucoup déjà, il parle pas Oui, anglais. ça par contre c'est horrible parce que Khabib lui avait dit mec Exactement. mets-toi à l'anglais et franchement ce gars-là moi c'est ce qui m'embête, c'est que l'UFC va pas promouvoir, on en parlait précédemment, va pas promouvoir un mec qui sait pas parler anglais même s'il est hyper talentueux. Certes, ils mettront les highlights, mais si à chaque fois qu'il y a Joe Rogan ou un autre mec comme ça qui lui demande de parler, que le seul truc qu'il arrive à dire c'est Chad Mendes, let's go, et que Joe Rogan dit quoi? J'ai pas compris. Et que ce soit le traducteur qui soit obligé de dire ça. Non, t'as pas le droit. Non, ça le fera pas. Ça le fera pas. On va avoir un peu José Aldo, dans le sens où Ouais. c'est un mec qui n'a pas envie, il préfère parler en sa langue C'est maternelle. ça. Et il fait ce qu'il veut, c'est vrai, mais en revanche, s'il espère faire du beau bise de cette manière-là, c'est pas possible. Malheureusement, aux États-Unis, les pay-per-view se vendent. Il faut comment dire, il faut mettre un peu de citron dans la sauce, tu vois. Et là, s'il parle pas anglais, ça va être compliqué. D'autant plus que c'est vrai, il y a vraiment un côté, si jamais il reste dépendant, genre de Khabib, Oui, un ouais. truc comme ça, en fait, il y a vraiment un côté enfant, tu vois. C'est ça. Alors que s'il commence à, comment dire, à vraiment se démerder, parce que bon, il a pas un caractère, tu sais, un peu de tueur à la Robbie Lawler, C'est comme ça. ça, il est chill, il est tranquille. Mais si au moins il pouvait faire ses call-outs proprement, bon déjà on irait quelque part, tu vois, c'est vrai, je suis d'accord. Parce qu'au niveau des skills, Ah oui. là déjà, On est bien. le match-up contre Chad Mendes, c'est parfait. C'est ça. C'est vraiment parfait. Ce serait là. Déjà, il serait contre un lutteur ultra puissant et vraiment rodé, Chad C'est Mendes. ça. C'est de ce calibre-là, il Ce en a serait pas vu. super. Ce serait parfait comme marche vers le titre, parce que c'est un nom. Et ce serait intéressant de voir comment il réagit justement avec un bon
anglaise qui est ultra rapide, une espèce de mini Tyson, et bon en lutte aussi, ça me permettrait de voir quel est son niveau, en tout cas, face à un mec comme Mendes. Donc, parfait au niveau du match-up. Magomed Sharipov s'est amusé encore une fois. Donc, Easy, il nous reste 4 minutes 45 pour finir cette review de l'UFC 228. Alors, je te laisse le choix. On parle de Jessica Andrade contre Carolina ou Jimmy Rivera, John Dodson. Il y en a un qui est plus chiant que l'autre quand même. Hein. Allez, Jessica Andrade qui a un KO de l'espace. Pour moi, vraiment un des plus gros KO de l'histoire du MMA féminin à l'UFC. Parce qu'elle commence fort. Ensuite, elle prend un peu son temps. Elle récupère un peu de ses efforts de sa grosse offensive. Et ensuite, elle profite d'une attaque complètement hasardeuse de notre petite Carolina pour claquer le crochet de l'enfer. Et comme dirait Rust, une mini Amanda Nunes. Oui, pour des raisons sportives autant qu'extra-sportives. mais ouais, bon, c'est un taureau en fait. Ouais, c'est ça. C'est une fille. Comme Amanda Nunes, dans sa catégorie, c'est presque pas normal. Le pouvoir de KO qu'elle a dans les mains, c'est presque pas normal. Personne ne l'a en fait à part elle. Ça. Donc Andrade, c'est vrai que ça va être un super Rubik's Cube et vraiment quelque chose de très frais à amener à Rose Namajunas. Ouais. Et franchement, il y aurait de quoi croustiller un peu des fesses parce que amener un tel pouvoir de KO et honnêtement, elle reste relativement technique et c'est vrai que même si elle avance et que Rose Namajunas a déjà fait face à des strikers très offensifs, on pense évidemment à Joanna Jędrzejczyk. Là, c'est pas les mêmes variables qu'elle amène sur la table. Et franchement, ce serait vraiment intéressant et assez flippant. Et si elle reste comme ça, parce que là, franchement, moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris, c'est pour ces derniers combats contre Tessia Torres et tout, c'était un peu underwhelming, hein, pardonnez-moi l'anglicisme, mais là, tu vois, elle est arrivée, c'était le combat où vraiment la gagnante obtient le title shot, donc grosso modo tu joues pas ta carrière, enfin c'est un gros moment de ta carrière, tu vois, et direct la fille elle attaque, mais genre vraiment je veux mon title shot et je veux l'obtenir d'une manière où finalement je ne laisse aucune chance à l'UFC de dire ouais c'était par décision unanime. Bim, elle attaque, elle la coince contre la cage, ensuite elle reprend un petit peu son souffle et elle revient. J'ai trouvé ça mais tu vois, c'est peut-être pas hyper technique, tu vois, mais au moins même contre une Rose Namajunas qui reste sur 2 belles victoires contre Joanna, je pense que ça pourrait être compliqué pour elle parce que c'est un Rubik's Cube, mais c'est surtout un cube, la petite Jessica Andrade. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle encaisse quand même, tu vois. Et donc si elle fonce vers toi, Rose qui est pas non plus réputée pour son pouvoir de KO, ça pourrait être compliqué pour elle. Ouais, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, c'est qu'elle amène vraiment du KO en fait. Ouais. Jessica Andrade, elle amène un espèce de brawl, et si t'es pas préparé à ce brawl, et même si t'es technique, parce que Kovacevic est très technique, oui. Si t'as pas le pouvoir suffisant dans les mains pour qu'elle te respecte, si elle continue d'avancer, il y a forcément un moment donné où ça va toucher, et quand ça touche, visiblement ça tombe. Donc ça va être vraiment intéressant de voir, parce que c'est vrai que Jędrzejczyk c'est pas la même chose, Jędrzejczyk c'est quand même des avancées, donc c'est très offensif, mais c'est très calculé. C'est ça. Donc si t'es un striker très technique, tu peux le gérer. Il y a vraiment il y a des manières de choper le rythme, des manières de, et ce qu'elle a fait d'ailleurs, contre Andrade, tu chopes pas le rythme en fait, parce que c'est-à-dire qu'elle arrive, et tu dois juste essayer de naviguer dans la tempête en fait. Exactement. Donc à voir si elle gasse, à voir si elle peut être gérée à distance, à voir si elle peut être mise au sol et dominée, parce que Rose Namajunas c'est quand même ses forces. Exactement. Donc, mais voilà, dans tous les cas, ce sera super intéressant. Bien, c'est tout pour cette review de l'UFC 228. Amis de la technique et du beau et des beaux combats, on vous invite à regarder quand même ce chef-d'œuvre de technicité qui a été Abdul Razak Al-Hassan contre Nico Price. Magnifique. Il y a de tout. Il y a du grappling. Bref, on vous laisse découvrir ce combat majestueux. Sur ce, mon cher Rust, à la prochaine. À la prochaine. See ya. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up.